drépanocytose, on en parle encore. Elle demeure l'une des maladies génétiques les plus répandues au Bénin. Chaque année, elle affecte de nombreuses familles et pose d'importants défis en matière de prévention, de dépistage et de prise en charge. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, célébrée donc ce 19 juin, nous faisons le point sur les actions menées dans notre pays avec deux invités. Madame Angèle Alapini Ayi, bonjour. Madame la journaliste. Madame Angèle Alapini Ayi, vous êtes la présidente de l'association MUFELD, entendez Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Via la ligne téléphonique, nous allons avoir dans quelques instants professeure Caroline Padonou. Elle est maître de conférences agrégée de pédiatrie à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou et chef du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental de Porto Novo. Alors déjà, Madame Alapini Ayi, présentez-nous la MUFELD de votre association et surtout quelles sont les principales actions que vous menez auprès des personnes qui vivent avec la drépanocytose. Merci bien, Madame la journaliste. MUFELD se définit comme Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Et c'est une association composée de parents d'enfants atteints de la drépanocytose et suivis au centre ou dans un centre de prise en charge. Et là, c'est une association qui est née depuis 2004 et qui œuvre aux côtés des familles. Et dans nos activités, nous sensibilisons et nous accompagnons les familles atteintes de la drépanocytose dans la prise en charge sur tous les plans, c'est-à-dire que sur le plan familial, sur le plan scolaire, sur le plan médical, comment les accompagner pour leur suivi et comment prendre en charge réellement un enfant atteint de la drépanocytose sans stress. Et nous les accompagnons aussi matériellement parce que souvent les familles démunies ont des difficultés pour prendre en charge les enfants, payer les consultations et autres. Et ensuite, nous sensibilisons les jeunes pour qu'ils fassent leur électrophorèse afin de connaître leur statut et savoir prendre un conjoint, savoir choisir leur conjoint, je vais dire, pour éviter les unions à risque. Parce que c'est dans les unions à risque que naissent les enfants atteints de la drépanocytose. Donc voilà, nous faisons aussi des plaidoyers pour que la prise en charge soit mieux instaurée. L'importance de faire son test d'électrophorèse, on en a parlé même tout à l'heure avec Dr Bienvenu Oussou, qui est hématologue au CNHU. Vous parliez tantôt des difficultés que rencontrent souvent les familles qui ont des enfants qui sont atteints donc de la drépanocytose. Vous avez évoqué les difficultés de payer, par exemple, les frais de consultation pour pouvoir être régulier à l'hôpital, mais outre celle-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Il faut dire que c'est le principal défi. Le principal défi, c'est le défi du coût de la prise en charge quand on a un enfant drépanocytaire. L'autre défi, c'est comment aider cet enfant à grandir et à vivre avec sa maladie. C'est l'autre défi que les familles ont à surmonter. Comme difficulté. Et nous avons professeure Caroline Padonou qui est donc via la ligne téléphonique. Elle est maître de conférences agrégée de pédiatrie à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou et chef du service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire départemental de Porto Novo. Professeure Caroline Padonou, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs les auditeurs, bonjour. Vous êtes actuellement à Porto Novo, c'est bien cela? Oui, madame. D'accord. Alors, professeure Caroline Padonou, quelle est aujourd'hui la situation de la drépanocytose chez les enfants au Bénin? Merci, madame la journaliste. La drépanocytose au Bénin
est un problème de santé publique qui reste très important, un problème de santé publique majeur. Au Bénin, la drépanocytose touche de nombreux enfants et des études ont été réalisées et ont rapporté qu'on avait une prévalence assez élevée de cette maladie, 5,1% au CNHU en 2019 et dans le Nord, au centre hospitalier universitaire départemental du Borkou, des auteurs ont rapporté en 2022 que la prévalence de cette maladie était de 5,4%. Il s'agit de la prévalence des formes sévères. Donc, cette maladie est responsable de nombreux décès chez les enfants, surtout avant l'âge de 5 ans. D'accord. Mais il faut dire que de nombreux progrès ont quand même été réalisés avec le suivi, le diagnostic. Donc, on a de plus en plus d'enfants qui peuvent aller jusqu'à l'adolescence et même l'adulte et avoir une assez bonne qualité de vie. Mais il faut que ces enfants puissent être diagnostiqués tôt et qu'ils puissent entrer dans un suivi régulier. D'accord, le suivi régulier. Madame Angèle Alapini-Ayi en parlait d'ailleurs et elle évoquait justement la difficulté des familles à aller régulièrement aux consultations, faute de moyens justement, professeur. Effectivement, il y a de nombreux facteurs qui compliquent notre prise en charge quand on parle de drépanocytose. Souvent, le diagnostic de drépanocytose est posé tardivement et c'est lorsque l'enfant va présenter une complication que les parents vont venir aux urgences. Donc, ça peut être un enfant qui va faire une anémie sévère, un enfant qui va faire des crises vaso-occlusives, des crises douloureuses, en général au niveau des membres, ou bien, quand ils sont tout petits, un enfant qui va présenter un gonflement des 2 pieds et des 2 mains, très douloureux de manière spontanée. D'accord. Et pourtant, chaque année... Oui, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que la plupart du temps, effectivement, ce sont des difficultés financières qui sous-tendent ce retard au diagnostic. L'autre difficulté que nous avons, c'est qu'au Bénin, nous n'avons pas un dépistage systématique de la drépanocytose. Souvent, c'est un dépistage ciblé. Donc, une maman qui est connue porteuse du gène, lorsqu'elle va avoir un enfant, on aura systématiquement le réflexe, lorsqu'on connaît l'électrophorèse du père et que lui aussi est porteur du gène, de rechercher la drépanocytose chez le nouveau-né. Également, il y a le coût des médicaments. Pour certaines familles, c'est difficile à honorer. Au Bénin, nous avons de gros centres où la prise en charge spécialisée des enfants drépanocytaires se fait. Mais il n'y en a pas suffisamment sur toute l'étendue du territoire. Il y en a combien à peu près? Alors, on en a à Cotonou, c'est le Centre national de prise en charge au CNHU. Il y en a à Porto Novo, il y en a à Bomé et il y en a dans le Borkou. Donc, 4 grands CHU où la prise en charge spécialisée des drépanocytaires, des enfants porteurs de drépanocytose se fait. D'accord. Madame Angèle Alapini-Ayi, vous avez entendu le professeur Padonou, Caroline Padonou, donc à propos de la drépanocytose, la situation, comment elle est dans notre pays. Elle a évoqué les mêmes difficultés que vous tout à l'heure. Et pourtant, chaque année, il y a des sensibilisations qui sont faites sur toute l'étendue du territoire national. Justement, quel regard vous portez sur le niveau de sensibilisation des personnes béninoises à la drépanocytose? Est-ce que ça porte concrètement? Je dirais oui, surtout en milieu urbain. Les jeunes sont de plus en plus curieux, de plus en plus responsables et ils veulent savoir comment faire pour éviter la maladie. Mais le défi reste encore au niveau des milieux ruraux où on doit accentuer la sensibilisation pour que les gens comprennent davantage, parce que dans ces milieux règne encore les pesanteurs sociologiques tout autour de la maladie et qu'il faut lever. Et je veux dire qu'il faut lever, et ces pesanteurs vont jusqu'à dire que la maladie est une maladie mystique et que c'est une malédiction d'avoir un enfant atteint de la drépanocytose. Il faut continuer
de parler de ça et aller jusqu'à ces gens-là pour pouvoir lever ces stéréotypes sur la maladie. Donc, c'est vrai, on est en train de travailler sur la sensibilisation. Beaucoup sont informés. Les jeunes sont quand même davantage responsables, mais il reste encore à faire en milieu rural. D'accord, mais n'empêche, est-ce que vous constatez une plus grande adhésion, je vais dire, au dépistage ces dernières années? Bien sûr. Il faut dire que chaque fois que le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles lance le dépistage d'une semaine, je vous dis, c'est plein de gens qui viennent. Parfois, les tests ne suffisent pas et il faut le programme le fait gratuitement et c'est dans la mesure de la disponibilité des tests, des kits. On arrive à dépister un maximum de gens, mais les autres sont orientés vers les centres où c'est payant. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais les gens sont de plus en plus intéressés. Mais le programme le fait durant la période de juin, qui est juin vers mai. Oui. Et sinon, après juin vers mai. Le programme le fait dans la période de juin vers mai, oui. Mais nous sommes en train de solliciter, et avec le programme bien sûr, et les associations. Aujourd'hui, on a plusieurs associations de lutte contre la drépanocytose. Donc, avec les associations partenaires et tout, on est en train de plaider pour que nos entreprises nous aident à avoir ces tests-là et à les faire sur toute l'étendue du territoire et davantage, quoi. D'accord. Et en dehors du mois de juin, continuer de faire ces tests-là parce que c'est un besoin crucial. D'accord. Professeur Caroline Padonou, avec tous les aspects que vous avez évoqués à l'instant, est-ce qu'on peut déjà dire que c'est ça également les facteurs qui empêchent régulièrement la prise en charge de la drépanocytose dans notre pays? Oui, les facteurs qui empêchent la prise en charge de la drépanocytose dans nos pays, c'est ce que j'avais évoqué tantôt. D'accord. Donc, le retard de consultation qui fait que le diagnostic est tardif, souvent à l'occasion d'une complication sévère. Le coût des médicaments et de la prise en charge que les parents ont des difficultés à honorer et la disponibilité des examens qui permettent le dépistage très tôt. Donc, l'iso-électrofocalisation qu'on peut faire dès la naissance pour connaître le statut d'un enfant, on n'est pas disponible sur toute l'étendue du territoire. Il faut aller jusqu'au CNHU quand on est à Porto-Novo, par exemple, pour accéder à ce texte. Mais là, que fait concrètement l'État, je veux dire, dans notre pays pour quand même corriger cet état de choses? Est-ce que vous en avez une idée, professeur Caroline Padonou? Beaucoup d'actions sont mises en œuvre par le gouvernement à travers le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et avec des partenaires. Donc, il y a des projets qui sont en cours pour renforcer les capacités des principaux centres et également étendre la prise en charge vers les centres de référence de première zone pour que déjà, au niveau de ces centres-là, on puisse aussi prendre en charge les patients qui sont drépanocytaires et qui n'ont pas de complications majeures. Donc, faire un suivi régulier pour les patients qui n'ont pas de forme grave. Et également, le gouvernement, à travers le programme, se bat pour que l'hydroxyurée, on en reparlera tout à l'heure, qui est un médicament qui a vraiment amélioré la prise en charge des patients, puisse être disponible. Aussi bien disponibilité sur le plan du coût financier que sur le plan de l'accessibilité. Et ce médicament dont vous parlez, est-ce que ça peut permettre aujourd'hui à un enfant drépanocytaire de grandir, d'étudier, de s'épanouir normalement? Bien sûr. Lorsque un enfant drépanocytaire a un bon suivi, il peut grandir, il peut aller à l'école, il peut mener sa vie normalement et même aspirer à un métier, celui qui lui plairait. Mais la maladie lui impose de prendre certaines précautions. Donc, il faut ce suivi dont j'ai parlé
et la prévention des infections. Donc l'hydratation régulière, et lorsqu'il y a le moindre souci, fièvre, douleur inhabituelle, il faut une consultation rapide. Et bien sûr, l'observance de ces traitements, elle est indispensable. D'accord. Donc c'est essentiel de passer cela comme message. La drépanocytose n'empêche en aucun cas un enfant de réaliser ses projets. Il faut juste anticiper, faire une prise en charge continue et coordonnée de cet enfant-là. D'accord. Madame Angèle Alapiniaï, vous êtes la présidente de l'association Mufeld, Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Quelles sont vos attentes, je veux dire les attentes des familles ou même les attentes des associations comme les vôtres vis-à-vis des pouvoirs publics et des partenaires? Oui, merci beaucoup, Madame Janice. Je voudrais remercier déjà le docteur qui a tout dit. Elle a vraiment fait le tout. C'est ce que les familles vivent généralement. Nos attentes principalement, c'est comment œuvrer pour que les coûts sociaux dans tous les centres de prise en charge, de référence soient appliqués. Parce que ça pourrait aider les familles, surtout démunies, à ne pas hésiter à aller à l'hôpital parce que c'est la prise en charge qui détermine la vie du drépanocytaire. Une bonne prise en charge, comme l'a dit le docteur, écoutez, l'enfant vit, vous ne saurez même pas qu'il est atteint de la drépanocytose. Il vit normalement et il prend tout ce qu'il y a comme précaution qu'on enseigne à sa famille. Et il respecte tout ça, il vit normalement. Donc, nous œuvrons pour que les coûts sociaux soient une réalité dans nos centres de référence, que les soins soient disponibles, tout ce qui rentre dans la prise en charge soit vraiment accessible dans ces centres-là et que on motive aussi le personnel parce que suivre un enfant drépanocytaire, ce n'est pas chose facile. Nous voudrions aussi qu'il y ait une meilleure gestion de la transition du suivi de l'enfance à l'adolescence. D'accord. Parce que la règle dit qu'à partir d'un certain âge, l'enfant ne reste plus à la pédiatrie. Tous les centres de suivi de la drépanocytose sont dans le service de pédiatrie, si le centre n'est pas indépendant. Donc, c'est dans les services de pédiatrie. Donc, ça fait que à l'âge adulte, si c'est pas intégré, c'est un problème pour nos enfants. Donc, on voudrait bien que cette transition soit vraiment mûrie par les autorités pour que, si on n'intègre pas ça dans un centre spécialisé, qu'on puisse savoir entre les médecins à partir de quand un service, l'hématologie principalement pour les adultes, à partir de quand ce service prend en charge cet enfant et dans quelles conditions. Il ne faut pas que quand on change d'étape, que la prise en charge change aussi, que ce soit pareil pour nos enfants. Cela permet de les garder en vie de plus en plus pour longtemps. Ensuite, par rapport au dépistage, on voudrait bien que le dépistage à la naissance, qu'on appelle dépistage précoce, soit instauré et que le dépistage des jeunes soit une obligation dans le futur. Ce sont là quelques requêtes que nous adressons à nos autorités, à nos partenaires techniques et financiers et même à nos entreprises de la place. Nous saluons au passage tout ce que le gouvernement fait pour que la drépanocytose soit mieux prise en charge. D'accord. Professeur Caroline Padonou, Madame Angèle Alapiniaï a évoqué les coûts sociaux. Il faudrait que ce soit une réalité dans nos hôpitaux. Et à partir d'un certain âge, elle affirme que l'enfant ne reste plus à la pédiatrie. Est-ce que c'est réellement le cas? Oui, Madame la journaliste, c'est effectivement le cas. À partir de quel âge? Lorsque l'enfant atteint l'âge adulte, c'est-à-dire lorsqu'il a 18 ans, la majorité, donc sa prise en charge est assurée désormais par les adultes. Mais en cas de besoin, même lorsqu'il n'a pas atteint 18 ans, nous avons fréquemment recours à d'autres spécialités.
d'accord, à l'hématologue, à l'urologue, au chirurgien traumato. Donc, voilà. Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire, même avant 18 ans. Mais au-delà de 18 ans, c'est le médecin d'adulte qui va assurer le suivi quotidien, effectivement. D'accord. Alors, quand elle parle des coûts sociaux qui doivent être une réalité dans nos hôpitaux, dans les centres de santé de référence, est-ce que vous pensez que c'est une action prioritaire qui devait être renforcée pour réduire l'impact de la maladie au Bénin? Oui, j'adhère tout à fait au plaidoyer de Mme Alapini, tout à fait. Et qu'il faut absolument que les coûts de la prise en charge soient amoindris pour les familles. Hein. C'est la seule façon d'obtenir ce suivi régulier-là qui nous permettra de réduire les conséquences graves de la maladie, décès ou infection sévère avec handicap possible. Donc les coûts sociaux doivent être revus. Et dans les grands centres que j'ai cités, donc il y en a 3 dans lesquels ces coûts sociaux sont une réalité. Pour l'instant, à l'hôpital de Porto Novo, nous n'avons pas encore ces coûts sociaux. D'accord. Madame Angèle Aïe, oui, ça vous fait rire, c'est ça? Oui, ça me fait rire parce que même dans les autres centres, ce n'est plus vraiment d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Ça veut dire qu'il y a un problème. À part la consultation que nous payons à coût réduit, tout le reste est payé normalement. Donc, c'est vraiment à revoir. Et c'est un cri d'alarme que nous lançons au gouvernement. Paraîtrait-il, chers invités, que les enfants qui sont atteints de la drépanocytose sont très intelligents? Est-ce que vous confirmez? Oui, allez-y, madame. Oui, on le confirme. Vous savez, leur maladie fait qu'ils sont souvent absents à l'école et ou fatigués. Donc, quand ils reprennent, ils rendent très vite. Ils se mettent très vite au pas et ils atteignent les résultats au bout du fil. Ils atteignent les résultats au bout du fil. Quand vous avez un enfant comme ça, que vous le soignez comme il faut, je vous assure, c'est une merveille. Ça dit que c'est un être humain qu'on gagne pour la société et pour le développement de la société. Donc, c'est vrai, ils sont très intelligents. Oui, en quelques secondes, professeur Caroline. Oui, je voulais appuyer Mme Alakini pour dire, effectivement, on a cette impression-là, que c'est des enfants qui sont très intelligents. Et malgré les hospitalisations répétées ou prolongées, qui impliquent des absences scolaires, ils ont souvent de très bons résultats. C'est des enfants qui ont une capacité de résilience, mais inimaginable. Et vous êtes même dans des situations où ils sont à l'hôpital, ils demandent à avoir leur cahier pour essayer de suivre le cours de ce qui se passe à l'école dès que la maladie, dès que la douleur leur donne un répit. Et ils ont une capacité inimaginable. Il n'y a pas d'études qui ont été faites qui permettent vraiment de manière objective de l'affirmer. Mais c'est un constat que nous avons fait effectivement. D'accord. C'est un vécu. Oui, puisque vous avez votre fille qui est drépanocytaire. C'est un vécu. D'accord. Alors, il y a cette implication des religieux, les imams qui célèbrent des mariages sans aucune restriction, des pasteurs également. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Alapini? C'est aussi la sensibilisation. Il y a certains qui savent, mais d'autres pas. Et même certains qui refusent carrément de faire suivre les enfants, de laisser les parents aller faire suivre les enfants à l'hôpital. Donc, c'est une sensibilisation qu'on va faire à l'endroit de cette catégorie-là. Donc, et demander aux uns aux autres de faire la même chose avec leur père pour que sur toute l'étendue du territoire, les gens sachent que la drépanocytose est une maladie génétique et non une maladie, c'est pas mystique. C'est une maladie qui se donne à partir des 2 parents ensemble. Que c'est les 2 parents mis ensemble qui donnent naissance à un enfant drépanocytaire et ce n'est pas la maman ou bien le papa seul qui donne cet enfant. La responsabilité est donc partagée. D'accord. Voilà. Professeur Caroline Padonou, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont séparés du fait qu'ils ont eu des enfants drépanocytaires. Quel message avez-vous à l'endroit de ces couples?
Merci, Madame la journaliste. Alors, la drépanocytose, c'est vrai, est une maladie génétique. Et lorsque on est tous les deux porteurs du trait drépanocytaire, on peut être sain, mais néanmoins, on va transmettre à son enfant et on peut avoir un enfant atteint de forme sévère. Alors, ce risque, il n'est pas à 100%. Et aujourd'hui, avec les progrès qui ont été réalisés, dès qu'on a un dépistage précoce, dès l'âge de 2 mois, l'enfant peut être intégré dans un suivi et grâce à cela, il peut avoir une bonne qualité de vie. Donc, à ces couples-là, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Et les parents peuvent très bien accompagner dans la vie donc un enfant qui est porteur de drépanocytose. D'autant que les progrès qui ont été réalisés ces derniers temps avec l'hydroxyurée, ce fameux médicament qui permet de réduire très significativement les complications de la drépanocytose, l'enfant peut avoir une vie normale. D'accord. Merci beaucoup, professeur Caroline Padonou. Vous êtes maître de conférences agrégée de pédiatrie à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou et chef du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental de Porto-Novo. Passez une excellente journée et puis à bientôt. Mais est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues à Porto-Novo aujourd'hui dans le cadre de la journée? Oui. Aujourd'hui, nous avons le dépistage qui va durer toute la journée. Et il y aura également une célébration au cours de laquelle on a des adolescents qui vont participer à un groupe de parole. Donc, c'est l'occasion pour des adolescents d'échanger entre eux sur les difficultés qu'ils ont et aussi sur les astuces qu'ils ont et les connaissances qu'ils ont sur la maladie. C'est comme une éducation par les pairs. Donc, voilà la principale activité que nous aurons pour célébrer cette journée. Bonne suite à vous et beaucoup de courage surtout. À bientôt. Merci, Madame la journaliste. Au revoir. Au revoir. Madame Angèle Alapini-Ayi, on va conclure avec vous dans le cadre de, avec votre association MUFELD. Est-ce que vous avez également des activités prévues aujourd'hui ou qui ont déjà peut-être démarré depuis le 1er juin vu qu'on est dans Juin Vermeil? Bien sûr. Comme MUFELD fait partie des initiateurs de Juin Vermeil, accompagné cette fois-ci avec le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Oui. Nous avons dans chaque centre de prise en charge aujourd'hui la célébration. Et chaque centre a initié une activité propre à lui. Ici, MUFELD sera avec le centre de prise en charge à Cotonou pour pouvoir célébrer cette journée et présenter un film autour duquel il y aura un débat sur la drépanocytose et sensibiliser les parents sur un thème qui concerne la prise en charge, les responsabilités de chacun d'eux. Donc voilà, il y a ce thème-là à développer aujourd'hui au centre. Et je voudrais préciser aussi que demain, ça continue. Demain, il y a la marche sur toute l'étendue du territoire dans chaque département. En plus de ça, il y aura le dépistage et le don de sang. D'accord. Voilà. Madame Angèle Alapini-Ayi, présidente de l'association MUFELD, Main unie des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Ce fut un plaisir, excellente journée et puis à bientôt, madame. À bientôt, madame la journaliste.